Avec Éric Mince, bonjour. Bonjour. Directeur général de la société Vitex. On est à quelques semaines maintenant du début des hostilités pour la chasse du grand gibier, chasse à l'approche et autres. C'était une bonne occasion pour nous de parler aménagement de territoire, gestion de territoire. On sait que la société Vitex est une société phare dans le monde de l'aménagement du territoire. Vous êtes aussi guide de chasse, notamment en Afrique. Tout à fait, principalement en Afrique, tout à fait. Principalement en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil? On est là tout début de la saison, juin, fin mai, début juin. Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil à nos amis pour le grand gibier? Alors déjà au 1er juin, donc l'ouverture du brocard. Donc l'ouverture de brocard, donc il y a tout un aménagement qui est à tout simplement réouvrir ces chemins de pirche, tout simplement le nettoyage des feuilles, de façon à pouvoir avoir... On l'aura fait depuis avril, mai, ça ou pas? Oui, c'est-à-dire il faut vraiment attendre le plus tard possible, parce que la moindre feuille sur le chemin de pirche, ça craque et au revoir. On se demande toujours d'ailleurs, pardon, le chemin de pirche, il doit être de quelle largeur? Grosso modo, une cinquantaine de centimètres, en ayant vraiment un minimum d'obstacles. Bon, on rappelle que chemin de pirche, le pirche c'est plutôt côté alsacien, allemand, un sentier d'approche. Tout à fait, on va plutôt parler de sentier d'approche. Alors tout à fait, donc l'intérêt c'est déjà bien de repérer ces brocards au mois de mars, avril, dès qu'ils ont commencé à perdre leur velours. Et de là après, donc en fonction un petit peu des observations qui auront été faites, c'est tout simplement se faire un petit tracé à travers la forêt, à travers les prairies, de façon à pouvoir voir sans être trop vu, donc avec un minimum de bruit, jumeler très régulièrement, repérer la végétation de façon à pouvoir faire les approches les plus proches possibles. Alors, c'est pas évident quand on est sur un territoire en ACCA, en société de chasse, de pouvoir aménager comme ça des sentiers d'approche. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer sur des propriétés privées que sur des ACCA ou chasse communale. Bon. Je vais plutôt parler moi, principalement des propriétés privées où là justement on peut faire ce que l'on veut en termes de chemin, en termes de coupe, en termes d'aménagement interne, qui est beaucoup plus complexe déjà parce que les ACCA, donc c'est une autre philosophie de la chasse. C'est une autre philosophie de la chasse, effectivement. Sur une propriété privée, en général, c'est le propriétaire ou ses amis ou quelques actionnaires, alors qu'en CCA, ça peut être effectivement tous les actionnaires de la CCA qui peuvent en jouir, si on peut dire. À partir de là, on commence à tailler, couper, regarder quels sont les meilleurs points d'affût, d'approche. Le vent principalement aussi, c'est-à-dire que en fonction d'une certaine période de l'année, donc il y a des vents qui sont dominants, donc il faut jouer beaucoup avec le vent pour les approches des animaux, et d'où justement l'intérêt de pouvoir faire des petits chemins d'approche, de façon à pouvoir arriver sur des lieux qui sont propices à tel ou tel brocard et pouvoir jumeler. Mais c'est une grande leçon d'humiliation de toute façon, donc d'humilité, pardon. Oui, avant d'être humilié parfois par l'animal qui nous a repérés. Ça, c'est pour le brocard, pour le sanglier. Alors, le sanglier, c'est beaucoup plus facile. Le sanglier, c'est un animal qui... On y va à la bilbaude et puis... Exactement. Par contre, le facteur vent est toujours très important. Donc, on y va effectivement à la bilbaude, mais principalement, on peut faire la tournée des souilles. Alors, les souilles, c'est les endroits justement où le sanglier vient se rouler régulièrement, ou sur les frottis de sanglier, sur le goudron, ou à des emplacements où ils ont l'habitude de venir manger. Alors, en début de saison, le phénomène culture est très important. Là, on arrive sur des périodes qui sont des périodes mai-juin avec des semis de maïs. Donc, le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'éviter justement par différents biais que les animaux aillent plutôt dans les maïs que dans les bois, donc d'où l'intérêt justement de la société Vitex aujourd'hui. J'y pensais, Jeanne, en même temps, quand on fait de la photographie animalière comme toi. On aménage aussi ces petits sentiers là pour aller faire des photos de brocard. Ah oui. Toujours le sécateur dans la poche, on ne sait jamais, une ronce, quelque chose qui craque, ça peut nous mettre dedans au moment de l'approche. Et puis moi aussi je fais en fonction du vent, du sentier avant, je peux venir donner un petit coup de balai entre guillemets pour enlever toute feuille qui craque, par exemple pour le brame, période où souvent on sort d'une sécheresse. Voilà, donc ça fait partie aussi intégrante de l'approche pour la photographie animalière. On va voir dans quelques instants justement ces belles photos et en connaître un peu plus sur la technique. Éric, on a là un certain nombre de produits qui ont vocation
Là, on sait que soit ce sont des attractants, soit on appelle ça des répulsifs, des repoussants. Des repoussants. Voilà, plutôt. alors en fonction, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Là, vous nous avez apporté un certain nombre de fioles. On ne les goûtera pas exceptionnellement, mais c'est plutôt quoi? Pour le sanglier, voilà, moi, c'est plutôt pour le chevreuil? Donc, c'est-à-dire pendant la pandémie, c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc on a eu un petit peu de temps justement pour pouvoir mettre au point des nouveaux produits qui sont principalement des produits sangliers, donc des produits qui sont, je dirais, 100% issus de nos forêts françaises, en partie pour tout ce qui est goodleek, donc qui est un produit donc c'est un produit que l'on met directement un petit peu sur les arbres. Le goudron, c'est un produit qui est très très connu. Ça, c'est la troisième phase. Il faut mettre du goudron de Voilà, Norvège. tout à fait. Donc là, c'est du goudron français. C'est du goudron. Donc effectivement, c'est du goudron français, du goudron de hêtre principalement. Qu'est-ce qui fait que c'est le goudron qui attire les sangliers? Alors l'odeur, apparemment, c'est l'odeur. C'est cette odeur un petit peu de charbon qui fait que les sangliers, ils en raffolent. Et en utilisant donc les différents goudrons, que ce soit le spécial sanglier, le scrogoud ou celui-là, sur l'arbre, ils ont l'habitude de venir se frotter dessus un petit peu pour stopper tout ce qui est puce, tique et j'irais sans te dire se désinfecter naturellement, si l'on peut dire. C'est un goudron végétal. Tout à fait. Donc comment c'est fabriqué ça? Alors le goudron végétal, c'est issu un petit peu ce sont les résidus un petit peu de charbonnage. C'est-à-dire vous brûlez du bois, reste un petit peu du charbon de bois que l'on appelle le charbon de bois qu'on utilise pour le barbecue. C'est la partie liquide qu'il y a, si on peut dire, après l'extraction du charbon. Bon, on sait qu'autour du sanglier, il y a à la fois beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux financiers notamment pour le monde de l'agriculture, des enjeux financiers aussi pour le monde de la chasse, on ne va pas l'oublier. Le fait de les attirer concrètement, de les sédentariser sur des territoires, ça ne pose pas de problème. Il faut trouver le juste équilibre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre entre le monde agricole et le monde de la chasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre activité est faite de façon à pouvoir essayer de maintenir des animaux dans les forêts afin d'éviter qu'ils aillent se nourrir et qu'ils aillent, si on peut dire, détruire les cultures. Donc on a mis toute une gamme au point aujourd'hui qui permet justement, mais on ne pourra pas dire que ça sera 100% de toute façon, mais on a réussi justement à réduire considérablement les dégâts de gibier. À sédentariser plutôt du côté du bois. À l'intérieur du bois, à l'intérieur du bois, créer éventuellement des emplacements où les animaux veulent se sentiront très très bien, des souilles, on peut faire des souilles à base d'argile si on n'en a pas naturellement de toute façon, et après entretenir régulièrement, et les animaux ils vont vite comprendre qu'ils ont un certain bien-être et ils vont venir systématiquement dans ces forêts. Il n'y a pas que le sanglier, on le disait, il y avait aussi les chevreuils. Je vois que là on a une espèce de petit entonnoir. Voilà, donc ça c'est ce que l'on appelle une saline, c'est-à-dire que c'est un cône que l'on met environ 1,50 m de haut, qui est mis sur un vieil arbre, plutôt un vieux bouleau ou un vieux hêtre avec un diamètre de 15, que l'on va coulisser dessus. Et à l'intérieur, on pourra mettre effectivement du sel qui va s'écouler le long de l'arbre, ou tout simplement mettre des sels enrichis en minéraux de façon à fortifier l'animal, surtout à des périodes qui sont relativement difficiles, c'est-à-dire l'hiver, où il y aura surtout en montagne. Et le produit va venir s'écouler le long de l'arbre, et les animaux vont venir, principalement les chevreuils, les grands animaux vont venir lécher toute la saumure qui va arriver jusqu'au bas. Donc Jeanne, on se met à côté de ce type d'installation quand on veut faire des photos animalières? Alors, j'utilise pas forcément l'entonnoir, mais je rejoins Eric sur... moi, j'utilise aussi des sels que je vais mettre le long d'une souche où je sais que l'animal va venir. Pareil pour les attractants, je vais poser une caméra, l'attractant, etc. Est-ce qu'avec ça, on ne va pas finalement passer sur... on va mettre l'animal en situation finalement? On va mettre l'animal en situation, mais moi je me mets rarement à ce moment-là camouflé pour le prendre en photo à ce moment-là, parce que c'est des choses qui permettent de se faire plutôt la nuit avec une caméra infrarouge. Après, moi, ça me permet aussi de repérer les animaux qui sont sur le territoire et de pouvoir les retrouver. Eric, on a quelques images qui vont passer derrière moi où on voit justement des sangliers à la souille, on voit un certain nombre d'animaux arriver. Vous avez passé les caméras pour
voir l'impact de ça, qu'est-ce qu'on fait pour que le sanglier là, vienne se frotter? C'est avec ce type de produit? Dans le cas présent, donc là on a mis du Blackvit, justement le Blackvit donc qui est le nouveau conditionnement que l'on a mis au point. C'est-à-dire que j'ai entouré donc le produit tout autour de cette vieille souche, parce que l'intérêt c'est de prendre un vieil arbre. Ouais. Et l'intérêt de ces animaux-là, c'est que ces animaux, ils vont venir, vous voyez, il y a toute une compagnie, ils adorent venir dessus parce que l'odeur leur plaît, et ils viennent se frotter régulièrement dessus pour pouvoir justement sortir tout ce qui est puces, tiques et tout ce qui est petits les parasites insectes, etc., tout ce qui est parasites, etc. Ils vont rester agglutinés, les parasites, là, sur ces matières? Non, ou pas? non, parce que c'est relativement collant, et il y aura tout un tas d'oiseaux ou même par le frottement, ça va les tuer considérablement. On se pose la question, hein, pardonnez-moi, j'essaie de comprendre. C'est bio, ces produits-là? Alors, ce sont des produits qui sont... le goudron végétal est considéré comme un produit bio, tout à fait. Ouais. Bon, sur le Goodlick, je peux vous dire que ce sera un produit qui est 100% bio, parce que vous pouvez l'utiliser pour la cicatrisation des arbres. On peut l'utiliser aussi tout simplement pour étanchéifier des barques de pêche en bois. On peut le mettre aussi pour les sabots des chevaux. Donc, c'est des produits qui sont utilisés pour plein de choses. Pardon ? On le met en couche d'après Oui, tout à fait. On le met en couche d'après. Il y a plein d'usages sur le goudron. Il y a même des usages à titre médical. Voilà, donc c'est des produits qui sont vraiment utilisés sur plein de paramètres. Bon, ça c'est le cas du Goodlick. Bon, le Blackvit, c'est un produit effectivement qui est en majorité avec du goudron, sur lequel on y a rajouté quelques petites épices qui font qu'il est relativement attractant pour le sanglier. C'est un petit peu des formules un petit peu propres à Vitex. Propres à Vitex. Certes, il faut peut-être avoir des lunettes pour pouvoir. Oui. Non, c'est même pas qu'il faut des lunettes, c'est qu'elles sont pas, c'est les formules propres à Vitex. Exactement, c'est-à-dire que nous fabriquons 80% de ce que l'on vend. Donc effectivement, on a nos propres formules et qui sont testées, approuvées sur le territoire. Pour ce qui est des cerfs, chevreuils, et puis pour le petit gibier, on en restera là. Alors pour le petit gibier, il y a plein de types d'aménagements. C'est-à-dire, on va déjà commencer principalement par tout ce qui est prédation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vitex commercialise tout un tas de types de pièges qui vont tout simplement du collet à harnard en passant par des cages pour les ragondins, pour protéger les étangs, pour éviter qu'ils se percent. Et on fait aussi plein de petits seaux sur lesquels on peut mettre un petit peu de grain à l'intérieur. Il y a plein d'attractants qui sont tout à fait possibles pour pouvoir arriver à augmenter les densités d'oiseaux sur le territoire. J'imagine que sur votre site internet, on a aussi de bons conseils. Il y a tout sur les chaînes YouTube, sur le site internet. C'est-à-dire oui, tous nos produits on peut les trouver sur YouTube de toute façon sans aucun problème. Il y a des liens qui ont été faits. Bon, merci beaucoup.